Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici vous n'êtes que tolérés. Je vais vous présenter mes achats du 6 septembre 2024. Nous commençons par Nouvelles de la littérature japonaise de Ryoichi Ikegami, qui est un titre que j'ai reçu hier. C'est une des premières œuvres de Ryoichi Ikegami, et à l'instar de Yuko, nouvelle, extrait de la littérature japonaise, je me gourre toujours, il contient des œuvres d'auteurs japonais, d'auteurs de littérature japonaise, qu'il agrémente de ses dessins pour en faire un manga. Une nouvelle contient 5 histoires. Yuko en a repris et a fait 12 histoires. Voilà. Ce tome est sorti en décembre 1999. Il est antérieur à l'achat de mon premier manga, qui était le tome 38 de Dragon Ball en 2000. Il est dans un état impeccable. Alors à la base, je l'avais commandé chez Amazon, 10 euros. L'état occasion était marqué bon état. Il était arrivé dans un état catastrophique. Des taches de café qui collaient des pages. Bref, je l'ai renvoyé, on m'a remboursé. Et j'ai commandé sur le site de la Fnac à 30 euros ce tome qui était noté occasion parfait. Donc je me suis dit, il va sûrement être en plutôt bon état. Et c'est le cas. Ikegami a dessiné sa première série longue, si je ne m'abuse, Crying Freeman, avec le scénario d'un certain Kazuo Koike. Kazuo Koike qui avait écrit auparavant Lone Wolf and Cub, hein, dessiné par Gozeki Kojima. Lone Wolf and Cub chez Panini, version omnibus, donc version volume triple, environ 800 pages, tome 12, dernier volume de la série, nous raconte l'histoire d'un mercenaire, samouraï, qui accepte des missions d'assassinat et qui emmène toujours son fils avec lui. J'avais lu le tome 1 il y a longtemps quand il est sorti, et j'avoue que je me suis un petit peu relâché, je n'ai pas lu la suite. Donc, ce sera prochainement. Nous enchaînons avec le tome 2 et le tome 3 des versions de luxe de Blame. Alors vous allez me dire, mais on dit Blame. Je ne suis pas sûr. Parce que le titre de ce manga n'est en fait que l'onomatopée BLAM sans le E que nous avons régulièrement dans le livre et qui constitue le son que fait l'arme du personnage principal quand elle tire. Donc probablement que ça se prononce Blame et pas Blame. C'est une histoire assez déroutante. De prime abord, on se dit, il y a extrêmement peu de texte, ça va se lire très vite. Je prends pour exemple Bakun Reto de Takahashi, qui est le maître de Niei. Ils ont environ 6 ans d'écart. Et Takahashi avait été son maître sur une série que nous n'avons pas en France, une des rares séries de Takahashi que nous n'avons pas. Et lui était l'assistant. L'histoire Furio Bakun Reto se lit très vite. Il n'y a pas beaucoup de texte, ça se lit très vite. D'ailleurs, je suis bien en train d'enchaîner les tomes. Et malheureusement, les tomes 9 à 18 ne sont pas encore arrivés. Donc, je suis bloqué au tome 8. Mais pour Blame, j'ai maintenant le 2 et le 3, sachant que j'aurai la semaine prochaine 4, 5, 6 qui clôtureront la série. C'est une histoire de science-fiction post-apocalyptique, très déroutante puisqu'il n'y a pas de texte, mais le dessin est tellement fourni. Enfin, il n'y a pas de texte, il y a très peu de texte, mais le dessin est tellement fourni que j'ai eu beaucoup de mal, si vous voulez, à me plonger dans l'action. Et ça m'a pris longtemps de lire le tome 1. Il faut savoir que Niei est architecte de formation. Donc les lieux, les espaces qu'il propose sont extrêmement fournis, extrêmement alambiqués. Bref, c'est tout de même une excellente lecture. Nous enchaînons avec le tome 3 et dernier tome de L'Abomination de Dunwich dans la série Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est par Gutanabe au dessin. Un dessin qui se veut très Lovecraftien. Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire qui est Lovecraft. Bien sûr que si, je vais le faire.
Lovecraft est un auteur du début du XXe siècle qui a inventé, si ce n'est popularisé, l'horreur cosmique. Les grands anciens qui seraient des extraterrestres, qui régneraient, qui essaieraient probablement plus tard de régner sur la Terre, mais qui seraient engloutis dans des profondeurs avec le fameux Cthulhu, qui ne connaît pas Cthulhu. Alors ici, on parle de Yog-Sogok. Sogok, bref. C'est le tome 3, le dernier tome. En lecteur avisé, j'ai lu le 1 et le 2 cette semaine, puisqu'en fait, ils étaient respectivement sortis il y a 1 an et il y a 6 mois, et c'est trop chiant d'attendre 6 mois pour un tome quand la série fait 3 tomes. Autant tout lire d'un coup. Ça nous raconte l'histoire du village de Dunwich, dans lequel une fille que l'on qualifie de sorcière tombe enceinte de nous ne savons pas qui, quoi. Elle donne naissance à un enfant très bizarre qui se révèle à moitié humain, à moitié équin, je dirais, une tête un peu chevaline. Bref, l'enfant grandit très vite. À 4 ans, on dirait qu'il en a 10. À 13 ans, on dirait qu'il est plus vieux que moi, qu'il a la quarantaine. Il a de la barbe et tout. Et en fait, il essaye de choper la version originale, ou en tout cas un texte complet du Necronomicon, qui est le livre des morts, hein, que Lovecraft a également repris, popularisé. Je pense que ça ne vient pas de lui le terme Necronomicon, mais dans les œuvres de Lovecraft, on en parle beaucoup. Donc à l'université miskatonique d'Arkham. Et ce livre lui servirait, nous pensons, à invoquer justement Yog-Sogok, un des grands anciens. Les tomes sont extrêmement chers. C'est 18 € pour un bouquin qui, dans une autre collection, en vaudrait 8,50. Mais en fait, vous avez, si vous voulez, une couverture qui fait un peu penser à de la peau humaine, comme ce qui est censé être le Necronomicon, en fait. C'est une collection incroyable. J'ai tout ce qu'a fait Gutanabe sur Lovecraft. Et d'ailleurs, il a fait quasiment tous les grands textes. Et si je ne m'abuse, il n'a pas fait juste La Maison de la Sorcière. Et je le sais parce qu'en fait, La Maison de la Sorcière, c'est le texte que j'avais lu il y a 5 ans, lors de la conception de mon fils. Notez-le bien. Donc, ça manque. Mais il a fait d'autres nouvelles plus courtes, comme par exemple Le Molosse. Voilà. Donc, je vous conseille fortement de lire les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe si vous aimez ce que fait Lovecraft. Nous passerons vite sur Ron Kamonohashi, série de détectives chez Mangetsu, tome 10. C'est bien sans plus, honnêtement sans plus. Le tome 4 de The Ishino's Family chez Kana. The Ishino's Family de Tyson 5, je crois que c'est censé faire 5 tomes en tout et pour tout. Et alors ils le disent peut-être à la fin. Non. En tout cas, ça nous raconte l'histoire d'une famille dont tous les membres sont tombés dans le coma suite à un accident de voiture, je crois, et qui récupère peu à peu la mémoire, et on apprend que c'était probablement des gens assez malsains. Tyson 5, nous avons très peu de ses œuvres en France, à savoir uniquement Takopi en 2 tomes et Tyson 5. Takopi qui était pareil, un manga dessiné dans un style très friendly, mais qui se révélait en fait une œuvre plutôt dramatique. Nous passerons vite sur le tome 2 de The Lost Signal and This Communication chez Mangetsu. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Nous enchaînerons avec le tome 2 de Super Beast. Alors Super Beast, le dessin ne me plaît pas du tout. Voilà, c'est assez c'est banal, je dirais. C'est une histoire de kaiju, de créatures un petit peu kaiju, un petit peu bizarre. Le personnage principal est psychologue, c'est assez bizarre. Il vient épauler en fait l'équipe qui s'occupe de réguler ces créatures-là. J'ai lu le tome 1, j'ai du mal à m'en faire un avis pour l'instant. Nous nous attarderons sur le tome 8 de Land, qui est probablement la meilleure série actuellement chez Mangetsu. Parler de Land est un peu complexe. Ça se passe, je dirais, au XVIIIe siècle au Japon, et dans un village qui est, si vous voulez, un petit peu cloîtré, puisqu'il y a 4 kami aux 4 points cardinaux qui les bloquent. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, ils sont reclus dans leur village et ils ne connaissent pas grand-chose d'autre que ce qui se passe dans leur village.
Mais à la fin du tome 1, il y a un énorme cliffhanger, comme on en a rarement vu dans les mangas. Et c'est juste incroyable. C'est haletant, ça se lit super bien. On apprend de plus en plus les choses. Enfin, c'est du 11 tomes. Nous avons maintenant le tome 8. C'est un tome par mois. Sauf pendant 2 mois, ce qui fait qu'il faut 13 mois. Il a fallu à Mangetsu 13 mois pour sortir la série. Enfin, il faudra, puisque c'est pas encore tout à fait fini. Et c'est de Yamashita Kazumi, qui est une dessinatrice de grand talent. Et ça se présente comme ça. Voilà. Alors ne vous faites pas ce dessin un peu particulier, c'est vraiment une œuvre superbe. Ensuite, le tome 8 de Deep Three. Deep Three, j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est un manga de basket dans lequel un métis américano-japonais. Americano, j'entends par là avec des gènes à la Michael Jordan ou à la Kobe Bryant. D'ailleurs, je crois qu'on se demande si c'est pas le fils de Kobe Bryant. Bref, il fait tout pour essayer de jouer en NBA. Et là, vous avez manifestement une édition un petit peu collector. Ça n'avait pas été annoncé sur les sites. Donc, la vraie couverture, normalement, est comme ça. Voilà. Mais là, c'est un peu déroutant. Voilà. Le tome 1 de Battle Royale Enforcers, qui semble être... je ne sais pas, je pense pas que ce soit une suite, ça doit être un remake de Battle Royale. J'ai entendu parler du tome hier, je ne savais même pas qu'il sortait aujourd'hui. Voilà, je l'ai pris, nous verrons. Ensuite, nous avons le tome 7 de Rooster Fighter, coq de baston, très bonne série chez Mangetsu, très bonne série, qui parle d'un coq qui se bat contre des kaijus, encore une fois, et qui défend la Terre. Voilà. Chaque fois que vous avez les tomes à leur sortie, sont toujours un petit peu brillants, comme ça. C'est très joli. C'est un manga très sympa, qui parodie différentes séries. C'est très sympa à lire. Ensuite, le tome 2 de Tank Cher, qui est l'histoire d'un assassin en fauteuil roulant. J'avais lu le tome 1, j'avais bien apprécié. À voir ce que va donner la suite. Et pour terminer, le manga le plus déroutant de ces achats, le tome 1 de Chibi Maruko-chan. Alors manifestement, Chibi Maruko-chan, c'est une institution au Japon. Alors pour le coup, moi je suis très déçu, parce que c'est des collections Cotton, mais vous voyez, c'est pas du tout du Cotton. Et ensuite, regardez un petit peu la gueule du truc. Il y a quasiment que du texte, il n'y a pratiquement pas de dessin, c'est des toutes petites cases. Ça va être compliqué. À mon avis, ça va faire un beau flop ce truc en France. Ça a l'air très 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 compliqué. Je vois pas du tout à qui ça s'adresse. Ça a l'air de s'adresser aux enfants, mais c'est illisible pour un gamin. Enfin, en France, je pense que ça marchera jamais. Voilà. Et Sullivan, n'oublie pas de rééditer s'il te plaît le tome 9 des Tortues Ninja. Je vous laisse à vos activités et je vais reprendre les miennes. Et gros bisous.